Je m'appelle Salah. Je suis fils d'un homme qui a servi dans une SAS à Sidi Khaled, dans les Iban, région de Biskra. Et depuis des mois, je vois revenir sous nos épisodes les mêmes phrases, presque toujours formulées de la même manière. Et les Harkis? Et leurs crimes? Et les villages qu'ils auraient massacrés? Pourquoi ne parlez-vous jamais de ce qu'ils ont fait? Alors aujourd'hui, nous allons en parler. Mais nous allons le faire sérieusement, parce qu'une accusation historique n'est pas une formule que l'on répète jusqu'à ce qu'elle devienne vraie. Une accusation historique possède normalement quelque chose derrière elle. Un lieu, une date, des victimes, des responsables, une unité, un témoignage recoupé, une archive, un historien, parfois une chaîne de commandement. Et lorsque ces éléments existent, ils doivent pouvoir être examinés. C'est la règle que j'applique au FLN. C'est la règle que j'applique à l'armée française. C'est la règle que j'applique à l'État français. Elle doit donc évidemment s'appliquer aux Harkis. Je ne vais pas vous dire qu'aucun supplétif n'a jamais commis de crime. Ce serait une affirmation impossible à démontrer. Des dizaines de milliers d'hommes ont servi dans différentes formations pendant une guerre extrêmement violente. Certains ont participé à des opérations de contre-guérilla. Certains ont pu commettre des exactions. Certains ont pu tuer illégalement. S'il existe des dossiers solides, nous devons les regarder. Mais regardons-les précisément. Quel homme? Quelle unité? Quel village? Quelle date? Quelle source? Car c'est à cet instant que quelque chose d'étrange se produit. Plus la question devient précise, plus le grand récit collectif commence à se fragmenter. Et lorsque le récit se fragmente, des hommes réapparaissent derrière le mot. C'est là que commence réellement cet épisode. Parce qu'avant même de demander ce que les Harkis auraient fait, encore faudrait-il savoir de qui nous parlons. Nous employons aujourd'hui le mot « harki » comme s'il désignait une population homogène. Même statut, même engagement, même motivation, même responsabilité. Pourtant, historiquement, ce groupe homogène n'existe pas. Au sens strict, un harki est un homme servant dans une harka. À côté des harkas existent les mokazni des sections administratives d'eau spécialisées, les groupes mobiles de sécurité, les groupes d'autodéfense, les unités territoriales et, dans un autre statut encore, des dizaines de milliers d'Algériens appelés ou engagés dans l'armée régulière française. François-Xavier Autreux a précisément travaillé sur cette diversité. Les sources institutionnelles contemporaines la rappellent également. En février 1961, parmi environ 217 000 Algériens rangés du côté de l'armée française, environ 57 000 seulement appartiennent aux Harkas. Ce chiffre ne nous dit pas ce que pensaient politiquement ces 217 000 hommes. Il nous dit quelque chose de beaucoup plus élémentaire, mais déjà décisif. Les confondre sous une même catégorie historique est faux. Les fonctions elles-mêmes diffèrent. Les Harkas ont une vocation combattante. Les mokaznis dépendent des officiers des SAS et remplissent des fonctions de protection, de police rurale, de renseignement et parfois d'appui aux opérations. Les groupes d'autodéfense sont composés de villageois armés pour défendre leur localité. Les GMS assurent notamment la surveillance des campagnes et la protection des personnes et des biens. Même leurs rapports à l'armée française ne sont donc pas identiques. Et pourtant, après la guerre, toutes ces nuances vont progressivement être écrasées par un seul mot, harki. Puis ce mot lui-même va changer de fonction. Il ne dira plus seulement ce qu'un homme faisait. Il prétendra dire ce qu'il était. Un traître. C'est ici que le travail de Lydia Haït Saadi Bourras devient particulièrement intéressant. Dans le numéro 666 des temps modernes, consacré aux harkis entre mythes et faits, elle étudie leur représentation dans les manuels scolaires algériens. Ce choix d'objet est essentiel parce qu'un manuel scolaire ne transmet jamais seulement une chronologie. Il organise également un récit. Il sélectionne des événements, nomme des acteurs, donne une place aux uns et en laisse parfois d'autres dans les marges. Son article consacré précisément aux harkis dans les manuels algériens occupe les pages 197 à 210. Imaginez maintenant ce que produit une catégorie lorsque plusieurs générations la rencontrent essentiellement comme catégorie morale. Un enfant n'a pas connu 1957, son professeur non plus peut-être, ses camarades encore moins, mais le mot existe déjà, et avec lui le verdict. C'est ainsi qu'une question historique peut devenir une évidence sociale avant même d'avoir été posée. Alors revenons aux individus. Pourquoi s'engage-t-on?
Là encore, une seule réponse ne fonctionne pas. Des recherches sur les supplétifs font apparaître des raisons économiques, familiales, sécuritaires, locales et politiques. Certains cherchent un salaire, certains veulent protéger leur famille, certains réagissent à une violence, certains sont pris dans des solidarités locales, certains choisissent réellement la France, d'autres cherchent d'abord à survivre dans une guerre dont personne ne connaît encore l'issue. Les documents pédagogiques fondés sur ces recherches parlent explicitement de choix de circonstances, de protection familiale et de solidarité locale parmi les motivations observées. Cela ne transforme pas automatiquement ces hommes en héros, mais cela interdit de les transformer automatiquement en traîtres. Et cette distinction nous conduit directement au deuxième mythe. Car si harki signifie déjà traître, une comparaison devient presque inévitable. La collaboration. Il faut maintenant nous arrêter sur une explication que l'on entend constamment lorsqu'il est question des harkis, l'argent, la solde. Oui, elle existe. Oui, dans une Algérie rurale pauvre, une rémunération pouvait peser dans la décision d'un homme. Nous ne l'effacerons pas, mais maintenant appliquons notre méthode jusqu'au bout. Car voici un fait beaucoup plus rarement rappelé. Les combattants de l'ALN eux-mêmes pouvaient percevoir une solde. Ce n'est pas une accusation. C'est le fonctionnement d'une organisation militaire. Les recherches d'Emmanuel Collin-Jeanvoine et Stéphanie Desrosiers, conduites sous la direction de Gilbert Meignier à partir notamment des archives du SHAT, établissent que les dépenses de fonctionnement du FLNGPRA comprennent explicitement les soldes des combattants de l'ALN. Pour les troupes des frontières en Tunisie, en 1959, leur étude identifie même 120 millions d'anciens francs destinés aux soldes d'environ 10 000 hommes sur une base budgétaire de 1 000 francs mensuels par combattant, auxquels s'ajoutent des allocations pour ceux ayant une famille. Et les travaux algériens consacrés à l'organisation financière issue de la Soumam vont encore plus loin. Ils reproduisent des barèmes de rémunération selon les grades de l'ALN. Djoundi, 1 000 francs. Sergent, 1 500. Adjudant, 2 000. Sous-lieutenant, 3 000. Lieutenant et capitaine, 4 000. Commandant, 4 500. Alors posons une question très simple. Pourquoi la solde serait-elle invoquée comme preuve d'une motivation moralement suspecte lorsqu'il s'agit du harki, mais disparaîtrait-elle presque entièrement de l'analyse lorsqu'il s'agit du djoundi? Si recevoir une solde suffit à faire du premier un mercenaire, que devient le second lorsqu'il reçoit lui aussi une solde? Évidemment, la réponse n'est pas de traiter le combattant de l'ALN de mercenaire. La réponse est exactement inverse. La rémunération à elle seule ne permet de déterminer la sincérité politique ni de l'un ni de l'autre. Mais allons encore plus loin. Car tous ceux qui combattent ou se protègent du côté français ne sont même pas rémunérés. Février 1961, 65 850 hommes appartiennent au groupe d'autodéfense, répartis dans 2107 groupes, 29 270 seulement sont effectivement armés. Ces hommes assurent localement la défense de leur village et ne constituent pas une catégorie salariée comparable aux harkas. Alors l'explication universelle par l'argent s'effondre deux fois. Premièrement, parce que l'ALN elle-même verse des soldes. Deuxièmement, parce que des dizaines de milliers d'hommes appartenant au GAD ne sont précisément pas rémunérés. La solde est un élément d'explication. Elle n'est pas un certificat de conviction. Et encore moins un certificat de trahison. Si l'argent suffit à expliquer le harki, alors il faut expliquer pourquoi le djoundi reçoit lui aussi une solde. Et si l'argent explique tout, il reste encore à expliquer les dizaines de milliers d'hommes des groupes d'autodéfense qui, eux, ne sont pas payés. Il reste pourtant une motivation dont on parle étonnamment peu. Peut-être parce qu'elle dérange les deux récits à la fois. Celui qui voudrait réduire les harkis à des mercenaires, et celui qui voudrait faire de chacun d'eux un militant conscient de l'Algérie française. Et si certains avaient tout simplement cru qu'une autre Algérie était encore possible? Une Algérie profondément réformée. Une Algérie débarrassée progressivement des discriminations qui avaient caractérisé le système colonial. Une Algérie dans laquelle un musulman pourrait voter comme un Européen, accéder davantage à l'école, aux soins, à l'administration, au logement, à l'emploi. Une Algérie restant française pour certains, associée à la France pour d'autres.
mais dans laquelle l'ancien ordre colonial serait condamné à disparaître. Cette possibilité doit être replacée dans son époque. Le Code de l'indigénat n'attend évidemment pas 1958 pour disparaître. Son régime répressif exceptionnel est démantelé après la Seconde Guerre mondiale. Mais l'égalité juridique proclamée ne supprime pas instantanément les inégalités politiques, économiques et sociales accumulées. Le système électoral algérien reste longtemps profondément inégalitaire. Puis 1958 marque une accélération spectaculaire de la politique d'intégration. De Gaulle proclame en juin l'égalité des habitants de l'Algérie sans distinction d'origine ou de religion, et les réformes politiques de 1958 font disparaître le système électoral des deux collèges au profit d'un collège unique. Et maintenant, remettons-nous dans la tête d'un paysan des Aurès, de Kabylie, des Iban ou du Constantinois. Pas dans celle d'un historien de 2026, dans la sienne, à ce moment précis. Il voit arriver quelque chose que certaines campagnes sous-administrées avaient attendu beaucoup trop longtemps. Une administration de proximité, une école, une piste, une assistance médicale, des vaccinations, des démarches administratives rendues possibles là où l'État était auparavant lointain. Les sections administratives spécialisées, les SAS, créées à partir de 1955, ne sont évidemment pas de simples œuvres humanitaires. Elles appartiennent à un dispositif de pacification, de renseignement, d'administration et de contrôle des populations au cœur d'une guerre contre-insurrectionnelle. Il faut le dire, mais il faut dire tout le reste également. Les archives même des SAS conservent les traces de l'aide médicale gratuite, des listes de bénéficiaires, des vaccinations dans les écoles, des bâtiments scolaires, du matériel destiné aux écoles, de l'assistance économique et sociale, de l'état civil et de l'aide à l'artisanat. Alors regardez les photographies. Pas comme des preuves d'un paradis colonial qui n'a jamais existé. Regardez simplement qui s'y trouve. Autour des officiers des SAS, des villageois musulmans. Dans certaines écoles, des enfants musulmans. Autour des dispensaires, des familles, des médecins, des infirmières, des instituteurs, des militaires transformés pour quelques heures en administrateurs, assistants sociaux ou enseignants. Parfois dans des bâtiments rudimentaires, parfois sous des installations provisoires. C'était tard, beaucoup trop tard. C'était insuffisant. C'était inséparable d'une politique de pacification. Mais cela a existé. Et supprimer cette réalité parce qu'elle dérange serait exactement la faute méthodologique que nous reprochons au récit adverse. Puis arrive 1958, et cette politique change d'échelle. Le plan de Constantine, 200 000 logements prévus, 400 000 emplois industriels, 250 000 hectares destinés à être redistribués, une augmentation massive de la scolarisation, une représentation accrue des musulmans dans la fonction publique, un objectif de rapprochement des salaires et des conditions économiques avec la métropole. L'INED rappelle que le programme devait accélérer le développement économique et social, réduire le mécontentement de la population et diminuer l'influence du FLN. Il prévoyait notamment 200 000 logements, 400 000 emplois industriels, 250 000 hectares redistribués et un vaste programme de scolarisation. Là encore, ne racontons pas une fable. Ce plan arrive après plus d'un siècle de profondes inégalités. Il répond aussi à une logique politique évidente. Enlever au FLN une partie de sa base sociale en démontrant que la France peut réformer l'Algérie. Il est interrompu par l'indépendance avant d'atteindre l'ensemble de ses objectifs. Et parallèlement, la même guerre produit torture, déplacements forcés, zones interdites et regroupements dont les conséquences humaines et économiques sont considérables. Mais précisément, l'histoire n'exige pas de choisir entre ces réalités. Elles existent simultanément. Une infirmière vaccine pendant qu'ailleurs, une unité mène une opération de ratissage. Une SAS ouvre une classe pendant qu'une population est déplacée. Un officier distribue une aide médicale pendant qu'un autre service pratique la torture. Voilà pourquoi cette guerre résiste tellement mal aux récits moraux parfaitement ordonnés. Et puis survient le paradoxe militaire. Au moment même où la politique française commence à envisager sérieusement l'autodétermination, l'armée française reprend largement l'initiative sur le terrain. Le plan Chalais, lancé en 1959, frappe successivement les maquis de l'intérieur.
Les barrages frontaliers compliquent considérablement les infiltrations depuis la Tunisie et le Maroc. Les grandes unités de l'ALN intérieure subissent des pertes très lourdes. Les katibas sont disloqués. Certaines wilayas connaissent une situation extrêmement difficile. Des combattants se rallient. La crise de la wilaya 4 conduit même Si Salah à rechercher secrètement une négociation directe avec De Gaulle en 1960. Les synthèses historiques parlent d'une ALN intérieure ayant perdu une part considérable de son potentiel sous les coups du plan Chal. Une étude universitaire récente, fondée notamment sur Meignier, souligne elle aussi que les opérations du plan Chal placent fortement l'ALN sur la défensive et détériorent considérablement la situation de ses combattants. Alors imaginez de nouveau l'homme de 1959 ou de 1960. Il ne possède toujours pas notre connaissance de 1962. Il voit l'armée française militairement dominante. Il voit des maquis durement frappés, il voit des ralliements, il voit apparaître le collège électoral unique, il voit des SAS, des écoles, des dispensaires, des projets de logement, des investissements, le plan de Constantine. Et il entend simultanément De Gaulle parler successivement d'égalité, puis d'autodétermination. Pourquoi serait-il historiquement impossible qu'un homme ait sincèrement cru qu'une Algérie nouvelle était en train de naître? Voilà la question que le récit rétrospectif rend presque impossible à poser. Parce que nous connaissons la fin. Lui, non. Et lorsque l'on restitue cette incertitude, certaines décisions changent immédiatement de signification. Un homme qui rejoint une Arca en 1959 ne signe pas nécessairement un contrat idéologique avec 130 années de colonisation. Il peut croire que l'ancien système est précisément en train de mourir. Il peut considérer les réformes comme trop tardives mais réelles. Il peut espérer que ses enfants auront davantage que lui. Il peut préférer une évolution progressive à une révolution dont il redoute les méthodes. Il peut avoir vu le FLN tuer un voisin. Il peut être hostile au FLN sans être hostile à l'indépendance. Il peut croire à l'association avec la France. Il peut croire à l'intégration. Il peut ne posséder aucune doctrine politique cohérente et simplement constater que l'école vient d'arriver dans son secteur, que le dispensaire soigne sa famille et que l'organisation qui exige son obéissance menace ceux qui refusent de la suivre. Ce sont des motivations différentes. Elles peuvent se superposer. Et surtout, elles peuvent évoluer au cours de la guerre. C'est ici que l'explication par le salaire devient encore plus insuffisante. Oui, certains harkis sont payés. Mais nous venons de voir que l'ALN verse elle aussi des soldes à ses combattants. Et nous avons vu que les groupes d'autodéfense constituaient le contre-exemple encore plus spectaculaire. Des dizaines de milliers d'hommes sont recensés dans les GAD alors qu'ils ne constituent pas une force salariée comparable aux Arcas. Alors que reste-t-il? Il reste précisément ce que les slogans refusent. Les motivations humaines, sécurité, famille, vengeance, rivalité locale, rejet du FLN, hostilité au MNA ou au contraire proximité messaliste. Solde, conviction française. Opportunité, protection, ascension sociale. Et, oui, chez certains, la conviction qu'une Algérie profondément transformée, égalitaire et liée à la France pouvait encore constituer un avenir crédible. Et voilà pourquoi la situation de 1962 devient beaucoup plus tragique lorsqu'on cesse de connaître l'histoire à rebours. Car certains de ces hommes ne se considéraient peut-être pas comme les défenseurs d'un ordre condamné. Ils pouvaient se croire du côté de l'avenir. La France leur avait parlé d'égalité. Elle avait aboli les distinctions électorales. Elle avait promis des emplois, des logements, des terres, des écoles, une promotion accrue des musulmans dans l'administration. Elle avait déployé dans certaines campagnes une présence sociale et administrative jusque-là dramatiquement insuffisante. Elle disposait encore, en 1960, d'une supériorité militaire considérable sur l'ALN intérieure. Et pourtant, la décision politique suivra une autre trajectoire. Non parce que l'ALN aurait simplement écrasé militairement l'armée française sur le terrain, ce n'est pas ce qui s'est produit, mais parce que la guerre avait changé de nature et que le pouvoir gaullien choisissait désormais une solution politique fondée sur l'autodétermination, puis négociait les conditions de l'indépendance. Le plan Chalet lui-même peut être compris comme un moyen d'affaiblir le FLN afin de négocier depuis une position de force.
Et là apparaît une tragédie que le mot « traître » est incapable de raconter. Que devient celui qui a cru une promesse lorsque celui qui la lui a faite change de politique? Que devient le paysan qui a accepté de servir une SAS parce qu'il croyait à cette Algérie nouvelle? Que devient le Moghazni qui a installé sa famille près du poste? Que devient le harki qui a combattu parce qu'on lui répétait que la France ne partirait pas ou parce qu'il pensait que les réformes transformeraient suffisamment l'Algérie pour offrir une troisième voie? Que devient l'homme dont l'engagement l'a désormais désigné aux yeux du FLN alors même que la puissance qui l'a armé prépare son départ? C'est peut-être là que le mot « abandon » commence véritablement à prendre tout son sens. Pas seulement abandon d'hommes qui avaient combattu pour la France. Abandon, pour certains, d'hommes qui avaient cru ce que la France leur disait. Et c'est précisément cette possibilité que la catégorie du collaborateur payé rend invisible. Parce qu'elle transforme une décision prise dans l'incertitude de 1958, 1959 ou 1960 en condamnation prononcée depuis la certitude de 1962. Or, l'histoire ne possède pas ce droit. Elle doit restituer aux hommes du passé ce que nous leur avons retiré. L'incertitude de leur avenir. Et lorsque nous la leur rendons, le harki cesse immédiatement d'être un personnage de propagande. Il redevient un homme. Et c'est justement cet homme, avec ses contradictions, ses espérances parfois déçues, et ses choix parfois tragiques, que le récit national algérien aura ensuite tant de difficultés à faire entrer dans son architecture. Car pour fabriquer le traître, il faut d'abord effacer ce à quoi cet homme avait pu croire. Et c'est là que nous pouvons revenir à Lydia Haït Saadi Bourras, au manuel, à la transmission, et finalement, à la fabrication du verdict. Le raisonnement paraît simple. La France domine l'Algérie. Des Algériens combattent avec elle contre le mouvement indépendantiste. Ils seraient donc les équivalents algériens des collaborateurs français ayant servi l'occupant allemand entre 1940 et 1944. L'analogie est puissante. Elle est surtout moralement immédiate. Elle dispense presque de continuer. Une fois le mot collaborateur prononcé, le procès semble terminé. Mais un homme issu du FLN a précisément contesté cette comparaison, Mohamed Harbi. Pas un nostalgique de l'Algérie française. Pas un porte-parole d'association harki, pas un militaire français cherchant à défendre son passé. Mohamed Harbi a appartenu au FLN avant de devenir l'un de ses historiens les plus critiques. Et le titre même de sa contribution publiée dans Les Temps modernes en 2011 est remarquable. La comparaison avec la collaboration en France n'est pas pertinente. Pourquoi? Parce que comparer deux situations exige davantage qu'une ressemblance morale. La France de 1940 est un État souverain constitué, envahi et occupé par une puissance étrangère. L'Algérie des années 50 est un territoire colonisé, engagé dans une guerre de décolonisation, où plusieurs organisations prétendent représenter politiquement les populations musulmanes et où l'État algérien souverain n'existe pas encore. Cette différence ne rend pas la colonisation française légitime. Elle rend simplement l'analogie avec Vichy historiquement imparfaite. Surtout, un autre élément détruit la représentation d'un choix parfaitement binaire. Le MNA existe, Messali Hadj existe. Et entre le FLN et le MNA commence une guerre dans la guerre. Des indépendantistes tuent d'autres indépendantistes. Des militants algériens combattent d'autres militants algériens pour déterminer qui représentera la cause nationale. Alors une question apparaît. Un messaliste qui refuse l'autorité du FLN est-il un traître à l'Algérie? Il souhaite pourtant l'indépendance, mais pas nécessairement sous l'autorité du FLN. Et si celui-là n'est pas automatiquement un traître, sur quel fondement décide-t-on qu'un paysan qui rejoint une autodéfense villageoise l'est nécessairement? Nous touchons ici au cœur du problème. Pour qu'il y ait trahison, il faut déterminer ce qui était dû. À qui? À quelle institution? À quelle autorité? À quel moment? C'est précisément là que mon histoire familiale cesse d'être anecdotique. Mon père n'était pas membre du FLN. Il n'avait jamais prêté serment au FLN. Il n'avait pas adhéré à une organisation avant de la livrer à son adversaire. C'était un homme des IBAN pris dans une guerre.
Alors, lorsqu'on me dit qu'il a trahi, je pose depuis longtemps une question très simple. Trahi qui? Cette question n'innocente personne. Elle oblige simplement celui qui accuse à définir son accusation. Et plus nous avançons, plus une autre question devient inévitable. Si le FLN n'était pas le seul courant politique algérien, comment a-t-il imposé progressivement son autorité? Pour répondre, il faut maintenant quitter les catégories et regarder la violence. Il faut être extrêmement précis ici. La guerre d'Algérie est fondamentalement une guerre de décolonisation. La nier serait absurde. Mais dire cela ne suffit pas à décrire tout ce qui s'est produit entre 1954 et 1962. Parce qu'à l'intérieur même de cette guerre existe une lutte pour le contrôle politique de la population algérienne. FLN contre MNA. Règlement de compte, pression, impôts, représailles, purge. Village suspecté de soutenir l'adversaire. Combattants soupçonnés de trahison. Civils pris entre plusieurs forces. C'est là que Melouza devient impossible à contourner. Mai 1957. Des centaines d'hommes sont tués dans une localité associée à l'influence messaliste. Pourquoi cet épisode est-il si important? Pas seulement par son horreur. Parce qu'il détruit une représentation confortable. Les victimes sont algériennes. Les tueurs sont algériens. Et le conflit porte en partie sur la question de savoir quelle organisation incarnera la lutte nationale. Nous ne sommes donc plus dans l'image simple d'un peuple parfaitement uni affrontant exclusivement une puissance étrangère. Nous sommes également dans une lutte politique intérieure, et cela change profondément la manière dont nous devons lire la guerre. Prenons maintenant les directives attribuées aux instances du FLN. C'est ici que les affirmations doivent être vérifiées mot par mot, parce qu'une directive est historiquement beaucoup plus lourde qu'une exaction individuelle. Une exaction peut relever d'un homme, d'une unité ou d'une situation locale. Une directive documentée pose la question d'une politique et d'une chaîne de responsabilité. Gilbert Meignet, dans son travail monumental sur l'histoire intérieure du FLN, a précisément étudié cette violence interne, les rivalités, les crises et les pratiques coercitives du mouvement. Mohamed Harbi avait ouvert avant lui une partie de cette histoire de l'intérieur. Et lorsque ces historiens parlent, leur origine intellectuelle compte moins que leur source. C'est là notre règle. Pas. Harbi était du FLN, donc il a forcément raison. Mais Harbi a connu le mouvement de l'intérieur. Regardons les documents qu'il utilise et confrontons-les. Même chose pour Meignet. Même chose pour Autreux. Même chose pour Stora. Même chose pour les historiens britanniques. Aucun nom ne remplace une preuve. Mais plusieurs travaux indépendants qui convergent commencent à former un dossier. Et ce dossier montre quelque chose que le récit unanimiste supporte difficilement. Le FLN n'a pas seulement combattu la France. Il a également dû conquérir une position dominante à l'intérieur du nationalisme algérien et imposer son autorité à des populations qui n'étaient pas toutes spontanément alignées derrière lui. Attention aux mots. Cela ne signifie pas que le FLN a conquis l'Algérie uniquement par la terreur. Ce serait faux. Il existe une adhésion réelle au projet indépendantiste. Il existe des militants convaincus, des combattants volontaires, des familles engagées, des sacrifices considérables. Mais l'adhésion et la coercition peuvent coexister. C'est précisément cette coexistence que l'histoire doit étudier, et c'est là que l'accusation portée collectivement contre les harkis commence à se retourner. Car si certains villages ont rejoint des autodéfenses après des violences, si certains hommes ont cherché la protection française, si certains nationalistes eux-mêmes ont refusé l'autorité du FLN, alors l'engagement aux côtés de la France ne possède plus une explication unique. Il faut examiner les trajectoires, une par une. Et soudain, le traître abstrait disparaît. À sa place apparaît un homme, avec un village, une famille, une histoire, parfois une conviction, parfois une peur, parfois un salaire, parfois une vengeance, parfois plusieurs de ces choses à la fois. Mais une objection demeure, une objection légitime. Très bien, dira-t-on. Vous parlez de Melouza, des violences internes du FLN, des pressions exercées sur certaines populations. Mais la France? La colonisation? Sétif? La torture? Les camps de regroupement? C'est précisément la question qu'il faut poser. Parce que si nous évitions cette objection,
tout ce que nous venons de démontrer deviendrait suspect. Il existe une manière particulièrement efficace de rendre cette histoire impossible à discuter. Elle consiste à construire une balance. D'un côté, les crimes coloniaux. De l'autre, les crimes du FLN. Puis à demander lequel des deux côtés pèse le plus lourd. Je refuse cette balance. Parce qu'une victime n'annule pas une autre victime. La conquête française a été violente. Les enfumades du 19e siècle existent. La répression de mai 1945 existe. Les inégalités du système colonial existent. Les camps de regroupement existent. La torture pratiquée par l'armée française existe. Raphaël Branche l'a documenté. Sylvie Thénault a travaillé sur la justice coloniale et la répression. Charles Robert Ageron a consacré une œuvre majeure à la société coloniale algérienne. Pierre Bourdieu et Abdelmalek Sayad ont travaillé sur le déracinement produit par la guerre et les déplacements. Nous ne retirerons rien de cela, parce que nous n'avons rien à gagner à le retirer. Mais une fois ces faits reconnus, Melouza existe toujours. La guerre, FLN-MNA, existe toujours. Les purges existent toujours. Les violences exercées contre certains civils existent toujours. Et les massacres d'anciens supplétifs après le cessez-le-feu existent toujours. Voilà le point essentiel. Reconnaître un crime ne produit pas l'acquittement automatique de tous les autres acteurs. C'est une règle élémentaire. Et pourtant, la mémoire fonctionne souvent autrement. Elle dit « Si vous évoquez les crimes du FLN, vous relativisez le colonialisme. » Ou inversement, si vous évoquez la torture française, vous justifiez le FLN. Non. Nous pouvons faire quelque chose de beaucoup plus difficile. Regardez les deux. C'est même la seule manière de comprendre réellement cette guerre. Et c'est ici que la phrase du colonel Hervé de Blinière prend toute sa force. Dans sa préface à Disparu en Algérie, il écrit « Parmi les faits rayés des manuels, des mémoires et des débats, le désarmement des harkis et l'abandon à leur sort des disparus pèsent d'un poids exceptionnel sur la conscience de la France et sur l'honneur de son armée. Remarquez ce qu'il fait. Il ne déplace pas toute la faute vers l'Algérie. Il regarde son propre camp. Il parle de la conscience de la France, de l'honneur de son armée. Et c'est précisément ce qui rend cette phrase forte. Parce que la vérité historique devient crédible lorsque l'exigence commence par s'appliquer à soi-même. La France recrute, elle arme, elle emploie. Puis elle désarme une partie de ses hommes au moment où le rapport de force change et où leur sécurité devient extraordinairement précaire. Certains officiers désobéissent ou contournent les instructions pour faire partir des hommes et leurs familles. D'autres ne le peuvent pas. Des supplétifs restent. Puis commencent les arrestations, les représailles, les disparitions et les massacres. Combien? Nous devons ici résister à une tentation, choisir le chiffre le plus spectaculaire. Les estimations divergent fortement et les travaux consacrés aux violences de fin de guerre soulignent précisément cette difficulté. Les victimes regroupées sous le terme « harkis » appartiennent elles-mêmes à des catégories diverses. L'historien doit donc distinguer l'existence solidement documentée des violences de la question beaucoup plus difficile de leur quantification globale. Autrement dit, nous ne connaissons pas exactement le nombre, mais nous connaissons le phénomène. Et ne pas connaître exactement le nombre des morts ne ressuscite aucun d'entre eux. C'est également ici que des témoignages comme celui cité par Camille Brière doivent être utilisés avec discipline. Brière rapporte des supplices atroces, mutilations, tortures, exécutions, violences contre des familles. Ces descriptions ne doivent pas être répétées uniquement parce qu'elles frappent l'auditeur. Elles doivent être recoupées. Parce que plus un récit est atroce, plus notre devoir de vérification augmente. La même règle vaut pour Maurice Fèvre lorsqu'il emploie le terme « génocide ». On peut citer sa qualification, on peut examiner ses arguments, mais on ne la transforme pas en consensus juridique ou historiographique si ce consensus n'existe pas. Pourquoi cette prudence? Parce qu'elle ne diminue pas notre démonstration, elle la protège. Et lorsqu'on retire les chiffres incertains, les généralisations et les qualifications discutables, quelque chose demeure. Des hommes ont été désarmés, des hommes ont été abandonnés, des hommes ont été arrêtés, des hommes ont été torturés, des hommes ont été tués, des familles ont été frappées. Et cela suffit déjà à poser une immense question morale et historique.
Mais cette violence n'explique pas encore pourquoi, plusieurs générations plus tard, le mot harki continue de provoquer une telle hostilité. Pour le comprendre, il faut quitter 1962. Il faut entrer dans les salles de classe. C'est probablement le chapitre le plus important, parce qu'il ne parle plus seulement de ce qui s'est passé. Il parle de ce que nous faisons ensuite avec ce qui s'est passé. Revenons à Lydia Aït Saadi Bourras. Son travail sur les harkis dans les manuels scolaires algériens ne doit pas être transformé en slogan inverse. Elle ne nous autorise pas à dire que tous les Algériens ont été conditionnés ou que chaque enseignant algérien transmettrait mécaniquement la même vision. Ce serait précisément reproduire le procédé que nous dénonçons. Son objet est plus précis. Les manuels. Le récit scolaire. La place donnée aux harkis dans ce récit. Et cette question ouvre un vertige. Que devient une guerre lorsque les contradictions internes s'effacent progressivement de sa transmission? Que devient le MNA? Que deviennent les messalistes tués par d'autres nationalistes? Que deviennent les conflits internes du FLN? Que deviennent les Algériens ayant servi dans les forces françaises? Que deviennent les villages ayant organisé leur autodéfense? Que deviennent les hommes qui changent de camp? Ils compliquent le récit. Et un récit national fondateur aime rarement la complication. Il préfère souvent une ligne, un peuple, un ennemi, une révolution, des martyrs, une victoire. Cette architecture possède une puissance immense. Elle permet de fabriquer une mémoire commune, mais elle possède également un coût. Ce qui ne rentre pas dans l'architecture devient périphérique, parfois suspect, parfois honteux, parfois traître. C'est ainsi que nous pouvons comprendre la puissance des mots shahid, mujahid ou harki, sans transformer l'analyse historique en débat théologique. Un titre honorifique ne démontre pas l'innocence d'un individu. Pas plus que l'étiquette harki ne démontre sa culpabilité. C'est pourtant exactement ce que les catégories mémorielles peuvent finir par produire. Elles précèdent l'examen des actes. Et c'est ici que Melouza redevient intéressant. Si un homme est officiellement célébré comme combattant de la libération, cette reconnaissance ne change rien à ce qu'il a éventuellement fait. Inversement, si un homme est désigné comme harki, cette étiquette ne prouve aucun crime particulier. Voilà la symétrie que nous devons imposer. Les actes avant les labels. Toujours. Et peut-être que cela explique aussi certains commentaires reçus sur cette chaîne. Nous publions une affirmation. Quelqu'un répond « traître ». Nous demandons une source. Une deuxième insulte arrive. Nous demandons un livre, une archive, une page. Et parfois la discussion s'arrête. Ce mécanisme m'intéresse davantage aujourd'hui qu'il ne m'énerve. Parce qu'il révèle la différence entre réciter et argumenter. Une source peut être contestée. Une archive peut être contextualisée. Un historien peut se tromper. Une interprétation peut être réfutée. C'est même cela. Travailler. Mais une insulte ne démontre rien. Elle ferme simplement la conversation. Et lorsque la même insulte traverse plusieurs générations, une question devient inévitable. D'où vient-elle? De la famille? De l'école? Du discours politique? Des commémorations? Des médias? Probablement de plusieurs de ces espaces à la fois. Voilà pourquoi le travail de Lydia Aït Saadi Bourras mérite d'être lu plutôt que transformé en simple argument d'autorité. Il nous donne une pièce du puzzle, pas tout le puzzle, et cette pièce nous conduit à la dernière question, la plus difficile. Car derrière tous ces débats se cache finalement un mot. Traître. Et peut-être avons-nous commencé cette histoire par le mauvais bout. Nous avons parlé des morts, des purges, des messalistes, des ralliés, des harkis, des villages qui basculent, des hommes qui changent de camp. Et plus nous avançons, plus une question devient difficile à éviter. Que fait-on, après la guerre, de toutes ces contradictions? Parce qu'une guerre ne se termine pas lorsque le dernier coup de feu est tiré. Elle possède une deuxième vie. Une vie dans les livres, dans les monuments, dans les cérémonies, dans les noms de rues, dans les anniversaires, dans les discours présidentiels, dans les écoles, dans les mots que les parents transmettent aux enfants. Et finalement dans ce que chacun finit par considérer comme tellement évident qu'il ne pense même plus à demander d'où cela vient.
C'est ici que Lydia Haït Saadi Bourras devient essentielle. Son travail est beaucoup plus redoutable qu'une accusation politique, parce qu'elle ne dit pas simplement « le récit algérien est faux ». Elle fait quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle ouvre les manuels, elle regarde ce qu'ils racontent, et surtout ce qu'ils ne racontent pas. Son constat est précis. Le manuel scolaire d'histoire a servi depuis l'indépendance d'outils de légitimation du pouvoir. Les luttes fratricides du mouvement national y sont largement gommées. Le MNA y devient presque invisible. Les dissidences internes disparaissent, les purges du FLN sont occultées, et le harki, lui, revient. Mais il revient essentiellement pour incarner une fonction morale. La trahison. Voilà quelque chose de fascinant. Ce qui complique la révolution disparaît. Ce qui permet de désigner son contraire demeure. Le messaliste trouble l'unité. Alors il s'efface. La purge trouble l'héroïsme. Alors elle s'efface. La guerre interne trouble l'image d'un peuple unanime. Alors elle s'efface. Le harki, au contraire, permet de matérialiser l'ennemi intérieur. Alors lui demeure. Voilà comment une histoire extrêmement complexe peut progressivement devenir une architecture presque parfaite. Un peuple, une révolution, un ennemi extérieur, des martyrs, des héros, des traîtres, une victoire. Et lorsque cette architecture est répétée suffisamment longtemps, elle cesse presque d'être perçue comme une interprétation. Elle devient une liturgie. On ne la démontre plus, on la récite. Le 1er novembre. Le 1er novembre. Toujours le 1er novembre. Le Shahid. Le Moudjahid. La glorieuse révolution. Le 1,5 million de martyrs. L'unité du peuple. Le traître harki. La colonisation. La France. Puis de nouveau, la révolution. Encore. Et encore. Ce n'est pas l'existence des commémorations qui pose problème. Toutes les nations commémorent. La France aussi. Le problème commence lorsque la commémoration prend tellement de place qu'elle finit par remplacer l'enquête. Parce qu'une commémoration ne demande pas « qu'est-ce qui s'est réellement produit ?» Elle demande d'abord « de quoi devons-nous nous souvenir ensemble ?» Et ces deux questions ne produisent pas toujours la même histoire. C'est ainsi qu'un combattant peut devenir un héros avant que ses actes soient examinés. Qu'un mort peut devenir shahid avant que l'on demande qui l'a tué. Qu'un autre peut disparaître parce qu'il a été tué par ceux qui devaient justement incarner la libération. Et qu'un harki peut devenir coupable avant même que l'on sache ce qu'il a fait. Voilà pourquoi nous revenons toujours à la même règle. Les actes avant les titres. Un moudjahid peut avoir accompli un acte héroïque. Il peut aussi avoir commis un crime. L'un n'efface pas automatiquement l'autre. Un harki peut avoir commis un crime. Il peut aussi n'en avoir commis aucun. Son statut ne constitue pas davantage une condamnation. Mais dans une mémoire organisée autour d'une opposition entre héros et traîtres, cette symétrie devient presque subversive. Parce qu'elle oblige à rouvrir les dossiers. Et certains dossiers dérangent. Melouza dérange. Le MNA dérange. La Bleuite dérange. Les purges dérangent. Les ralliés dérangent. Tifraten dérange. Les morts algériens tués par d'autres Algériens dérangent. Pas parce qu'ils annuleraient la colonisation. Ils ne l'annulent absolument pas. Ils dérangent parce qu'ils empêchent la révolution d'être racontée comme une procession parfaitement droite allant d'un peuple unanime vers une victoire unanime. Et soudain, une idée beaucoup plus inquiétante apparaît. Et si le récit national n'avait pas simplement raconté l'histoire du pouvoir, et s'il avait aussi contribué à produire sa légitimité? C'est précisément là que nous devons quitter l'école et entrer dans l'État. Une indépendance peut donner naissance à un État, mais elle peut aussi donner naissance à une légitimité. Et en Algérie, cette légitimité porte un nom: révolutionnaire. Le problème commence lorsque cette légitimité n'est plus simplement l'honneur dû à ceux qui ont combattu, lorsqu'elle devient un titre politique, une origine du pouvoir, un certificat permettant de dire « Nous avons libéré le pays, donc nous avons vocation à le gouverner ». Et c'est ici que l'histoire de Mohamed Harbi devient presque symbolique. Harbi appartient au FLN. Il participe à la révolution.
Puis il devient l'un des historiens les plus sévères de son propre mouvement. Il décrit progressivement l'installation du parti-État, la militarisation du pouvoir, l'élimination des pluralismes et la confiscation d'une partie des espérances de l'indépendance. Et cela produit un paradoxe extraordinaire. L'homme qui appartient à la Révolution devient gênant lorsqu'il commence à demander ce que la Révolution est devenue. Voilà peut-être la vraie frontière. Pas entre patriotes et traîtres, mais entre une mémoire qui célèbre et une histoire qui interroge. Parce qu'une mémoire de légitimation possède un besoin permanent. Elle doit conserver intact le moment fondateur. Elle doit conserver les martyrs, les héros, l'unité, la victoire. Et surtout, elle doit conserver l'adversaire, car un récit politique fonctionne beaucoup mieux lorsque l'ennemi possède un visage. Pendant la guerre, cet ennemi est évident. La puissance coloniale. Après l'indépendance, le problème devient plus compliqué. La France est partie. Alors le récit peut la faire revenir. Pas matériellement, mémoriellement. La France coloniale devient alors une ressource presque inépuisable. Un conflit diplomatique, la mémoire revient. Une crise politique intérieure, la mémoire revient. Une difficulté avec Paris, la colonisation revient. Une question de légitimité nationale, les martyrs reviennent. Et avec eux, le harki, toujours disponible, toujours reconnaissable, toujours condamnable. Voilà pourquoi la notion de rente mémorielle est à manier avec beaucoup de prudence. Employée comme insulte, elle ne signifie presque rien. Mais employée comme hypothèse politique, elle devient intéressante. Un régime peut tirer une ressource de légitimité d'un passé héroïque. Non pas parce que ce passé serait inventé. La colonisation est réelle. Les violences coloniales sont réelles. La lutte pour l'indépendance est réelle. Les sacrifices sont réels. Justement, une mémoire politiquement efficace fonctionne beaucoup mieux lorsqu'elle s'appuie sur des souffrances authentiques. La manipulation éventuelle ne consiste pas nécessairement à inventer le passé. Elle peut consister à le sélectionner, à le distribuer, à choisir les victimes que l'on montre. Les morts que l'on nomme, les crimes que l'on enseigne, les autres que l'on relègue, les héros dont on protège l'image, et l'adversaire extérieur vers lequel on redirige périodiquement le regard. Lydia Haït Saadi Bourras le montre à son échelle. L'histoire scolaire épouse les préoccupations politiques successives, tandis que des contradictions essentielles, MNA, dissidence, purge, restent dans les angles morts. Et alors une autre question se pose. Que se passe-t-il lorsqu'une société entend ce récit depuis l'enfance, mais qu'elle commence en même temps à douter du système politique qui le porte? C'est peut-être là que notre époque devient passionnante. Parce qu'un citoyen peut réciter la liturgie sans croire aux prêtres. Il peut défendre passionnément la mémoire révolutionnaire et critiquer violemment le gouvernement. Il peut employer exactement les catégories apprises à l'école tout en rejetant le régime qui les a reproduites. Voilà pourquoi il serait faux de confondre le peuple algérien avec le discours de l'État. La répétition n'est pas nécessairement l'adhésion, et l'adhésion mémorielle n'est pas nécessairement l'adhésion politique. Mais cette distinction rend le phénomène encore plus intéressant, parce que les régimes peuvent perdre leur crédibilité, alors que leur vocabulaire leur survit. Le pouvoir fatigue, les slogans restent, les gouvernements passent, le mot traître demeure. Le système se fragilise. La mythologie conserve parfois une étonnante robustesse, et c'est probablement à ce moment que l'on comprend pourquoi la mémoire n'est plus simplement culturelle. Elle devient institutionnelle, puis juridique. Et lorsque le droit commence à protéger le récit, nous franchissons une nouvelle frontière. Nous arrivons maintenant en 2026. Et quelque chose change. Le Parlement algérien adopte un texte criminalisant la colonisation française. Puis, après plusieurs mois de débats et de modifications, la loi est promulguée. Soyons immédiatement précis. Cette loi ne dit pas « il est interdit de critiquer le FLN ». Elle ne pénalise pas textuellement toute recherche contestant l'histoire officielle. Il serait faux de le prétendre. Mais regardons ce qu'elle fait réellement. Elle qualifie juridiquement la colonisation française de crime d'État. Elle prévoit plusieurs années de prison pour certaines formes d'apologie ou de promotion du colonialisme,
Elle vise explicitement les activités médiatiques, culturelles, politiques et même académiques. Elle protège également, par différentes dispositions, des catégories associées à la lutte contre la colonisation et réprime certains discours de justification concernant ceux considérés comme collaborateurs. Et c'est ici que ma question commence. Pas une question sur la colonisation. Nous avons déjà dit ce que nous avions à dire. Elle fut violente, inégalitaire, répressive. Elle produisit des crimes. Nous n'avons aucun besoin de la réhabiliter. La question est ailleurs. Un État doit-il décider pénalement jusqu'où un chercheur peut aller dans l'interprétation de son histoire nationale? Parce que c'est là que le danger intellectuel commence. Aujourd'hui, la cible déclarée est l'apologie du colonialisme. Très bien. Mais l'histoire travaille précisément sur des zones que le vocabulaire politique aime rendre parfaitement nettes. Qu'est-ce qu'un collaborateur? Qu'est-ce qu'un combattant? Qu'est-ce qu'une résistance? Qu'est-ce qu'une trahison? Peut-on expliquer pourquoi un village a choisi la France sans être accusé de justifier la collaboration? Peut-on restituer les motivations d'un harki sans sembler le défendre? Peut-on rappeler les crimes d'un héros national sans porter atteinte à son honneur? Peut-on étudier une purge sans être accusé de salir la Révolution? Voilà les questions que produit nécessairement un droit mémoriel lorsqu'il rencontre le travail historique. Et elles sont d'autant plus troublantes qu'en janvier 2026, le ministre algérien des Moudjahidines lui-même présentait ce processus comme destiné à sanctuariser l'histoire. Sanctuariser. Le mot est extraordinaire, parce que l'historien fait exactement le contraire. Il désacralise, pas pour salir, pour comprendre. Un historien n'entre pas dans le passé comme dans un sanctuaire. Il entre avec des questions. Il ouvre les portes, il déplace les meubles, il regarde derrière les statues, il descend dans les caves. Il demande qui manque sur la photographie. Il retourne la feuille. Il lit la note de bas de page. Et parfois, il découvre que le héros était aussi bourreau, que le traître était parfois victime, que le peuple n'était pas unanime, que certains morts officiellement ennemis avaient eux aussi une histoire. Et c'est précisément pour cela que l'expression « sanctuariser l'histoire » devrait inquiéter tous ceux qui aiment réellement l'histoire. Parce qu'une histoire sanctuarisée n'est plus complètement disponible pour l'examen, elle devient patrimoine, puis dogme, puis frontière. Et nous retrouvons alors Lydia Haït Saadi Bourras. 60 années après l'indépendance, les mécanismes qu'elle repérait dans les manuels semblent poser une question encore plus vaste. Hier, le récit passait par l'école. Aujourd'hui, une partie de la mémoire entre aussi dans le droit. Et alors le cercle paraît presque se refermer. Le pouvoir tire sa légitimité de la révolution. La révolution produit ses héros. Les héros produisent une mémoire. La mémoire produit un récit. Le récit désigne ses traîtres. L'école transmet les catégories. Les commémorations les entretiennent. Et lorsque le débat devient politiquement sensible, le droit arrive à son tour. À chaque étape, la même question revient. Qui possède le droit de raconter? Voilà pourquoi le problème dépasse largement les harkis. Le harki n'est presque plus que le révélateur. Il révèle la manière dont une nation construit son contraire. Il révèle la difficulté d'accepter une trajectoire qui ne correspond pas au récit fondateur. Et il révèle surtout quelque chose de profondément humain. Un régime peut manquer de logement, d'emploi, de perspective. Il peut affronter la colère de sa jeunesse. Il peut voir partir ses citoyens. Il peut être contesté dans la rue, mais il lui restera toujours une ressource beaucoup moins coûteuse à mobiliser. Le passé, la France, la colonisation, les crimes coloniaux, les martyrs, les harkis, la vieille blessure, encore, et encore, et encore. Ce passé est réel, mais sa réalité même le rend politiquement extrêmement puissant. Parce qu'il suffit de le rallumer. Et pendant quelques instants, l'histoire revient occuper tout l'écran. La question devient alors moins « Pourquoi nos institutions fonctionnent-elles ainsi aujourd'hui ?» et davantage « Que nous a fait la France hier ?» Ces deux questions peuvent évidemment être posées ensemble, mais lorsqu'une seule revient systématiquement au moment où l'autre devient embarrassante, l'historien possède le droit de s'interroger. Et peut-être est-ce cela, finalement, un régime qui roule sur les jantes. Il possède encore son véhicule, encore son drapeau, encore ses cérémonies, encore ses slogans, encore son récit glorieux.
Mais lorsqu'il faut expliquer le présent, il retourne sans cesse chercher son carburant dans le passé. Alors la France revient, le colon revient, le harki revient, le martyr revient, le traître revient, la révolution revient. Toujours disponible, toujours mobilisable, toujours sacré. Mais une nation ne peut pas éternellement avancer en regardant uniquement dans son rétroviseur. Et surtout, un peuple n'appartient pas éternellement au récit de ceux qui l'ont gouverné avant lui. Voilà pourquoi, après toutes ces archives, tous ces morts, toutes ces contradictions et tous ces mots, nous pouvons enfin poser la dernière question. Pas seulement qui a trahi, mais quelque chose de beaucoup plus dangereux. Qu'est-ce qu'un pouvoir finit par trahir lorsqu'il transforme une révolution faite au nom de la liberté en instrument permanent de sa propre légitimité? C'est là que commence notre conclusion. Revenons à mon père. Pas parce que son histoire prouverait celle de tous les harkis. Elle ne le peut pas, elle ne le pourra jamais. Mais parce qu'un seul homme suffit parfois à montrer l'absurdité d'une culpabilité collective. Mon père n'était pas le FLN. Il n'était pas le MNA. Il n'était pas Messali Hadj. Il n'était pas de Gaulle. Il n'était pas l'État français. Il était un homme des IBAN. Un homme avec son époque, son environnement, ses informations, ses craintes, ses intérêts, ses convictions, ses choix, et surtout avec ce qu'il pouvait savoir à cet instant précis. Pas avec ce que nous savons aujourd'hui. Nous savons que 1962 arrivera. Lui ne le sait pas. Nous savons que le FLN prendra le dessus. Lui ne le sait pas. Nous connaissons l'Algérie indépendante. Lui ne la connaît pas. Nous regardons 1957 depuis l'autre côté de la ligne d'arrivée et nous demandons ensuite aux hommes de 1957 pourquoi ils n'avaient pas compris ce que nous savons en 2026. Voilà déjà une première faute de méthode. Alors quand on me dit aujourd'hui « ton père était un traître », je ne réponds plus par la colère. Je pose une question, une seule. Démontrez-le. Trahir suppose une fidélité, une obligation préalable, un engagement que l'on rompt. À qui mon père devait-il cette fidélité? Au FLN? Pourquoi? Parce que le FLN avait proclamé qu'il représentait la nation? Mais le MNA le contestait. Parce qu'il était algérien? Mais être algérien ne signifiait évidemment pas être membre du FLN. Sinon la guerre FLN-MNA devient incompréhensible. Melouza devient incompréhensible. Les purges deviennent incompréhensibles. Les autodéfenses deviennent incompréhensibles. Les ralliements deviennent incompréhensibles. Et ces milliers d'Algériens frappés par d'autres Algériens deviennent des anomalies que le récit doit faire disparaître pour continuer à fonctionner. Voilà pourquoi Mohamed Harbi a contesté la comparaison mécanique entre les harkis et les collaborateurs français de l'occupation. Cette analogie est extraordinairement efficace, moralement, parce qu'elle dispense presque entièrement de réfléchir historiquement. Elle vous donne le verdict avant le dossier. Elle vous dit qui est le résistant, qui est le collaborateur, qui est le patriote, qui est le traître. Puis elle projette cette grille sur une autre guerre, une autre société, un autre statut juridique, une autre configuration nationale et surtout une guerre traversée par une confrontation fratricide entre nationalistes algériens. Nous faisons exactement l'inverse. Le dossier avant le verdict, l'homme avant l'étiquette, les actes avant la mémoire. Je suis retourné à Sidi Khaled en 2006. J'ai cherché, j'ai parlé, j'ai écouté, et certaines personnes m'ont dit, en parlant de leur propre expérience, « Ceux qui nous ont fait du mal, ce sont les autres. » Les autres, pour elles, c'était le FLN. Cette phrase n'est pas une statistique. Elle n'est pas l'Algérie. Elle ne démontre pas ce que pensaient tous les habitants des IBAN. Elle est un témoignage. Et c'est précisément ainsi que je veux la conserver. Parce qu'elle suffit à rappeler une chose fondamentale. Il n'exista jamais une expérience algérienne unique de cette guerre. Pour certains, l'armée française représentait l'ennemi. Pour d'autres, le danger immédiat pouvait être le FLN. Certains voulaient l'indépendance avec le FLN. D'autres pouvaient vouloir l'indépendance contre son monopole. Certains voulaient rester français. Certains cherchaient une solde. Certains une protection. Certains une vengeance.
Certains voulaient simplement traverser vivant une guerre qui était entrée dans leur village. Et c'est précisément toute cette humanité contradictoire que le mot « traître » pulvérise en une seconde. Commençons par détruire une représentation extrêmement commode, celle d'une sorte d'armée harki autonome, une milice musulmane indépendante, des bandes armées disposant de leur propre commandement, choisissant leurs objectifs, décidant seuls qui arrêter, qui combattre, où aller et quand ouvrir le feu. Ce n'est pas ainsi que les harkas sont organisés. Et ici, nous ne sommes même plus dans l'interprétation mémorielle, nous sommes dans l'organisation militaire. Les harkas sont des formations supplétives constituées par l'armée française. Elles participent aux opérations militaires, mais elles ne disposent d'aucune autonomie opérationnelle. Elles sont systématiquement rattachées à une unité régulière française qui assure leur encadrement. C'est explicitement rappelé aujourd'hui par les travaux institutionnels de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis. Et les textes d'époque sont encore plus intéressants. L'arrêté du 7 novembre 1961 définit les harkas comme des formations supplétives rattachées à un corps de troupes pour leur encadrement, leur contrôle et l'administration de leur personnel. Les travaux de Mohan Amoumou reproduisent précisément cette organisation. Alors soyons rigoureux jusque dans les mots. Une harka n'est pas un maquis concurrent de l'ALN. Elle n'est pas une organisation politico-militaire indépendante possédant son propre projet national, sa direction politique, ses wilayas, son appareil clandestin, ses finances et sa stratégie autonome. Le harki participe à des opérations décidées et encadrées dans le dispositif militaire français. Cela ne signifie évidemment pas qu'un harki serait juridiquement ou moralement incapable de commettre individuellement un crime. Cela signifie quelque chose de beaucoup plus précis. On ne peut pas attribuer aux harkas une autonomie institutionnelle qu'elle ne possédait pas, puis raisonner comme si elle constituait un troisième mouvement politico-militaire autonome de la guerre. Et cette distinction devient encore plus importante lorsque le mot « harki » est employé rétrospectivement pour désigner presque tous les musulmans armés du côté français. Car nous avons déjà vu que ces hommes appartiennent à des catégories différentes. Harkas, Mogaznis des SAS, GMS, GAD, militaires musulmans engagés, appelés du contingent, ralliés. Le site officiel consacré à cette histoire estime à environ 217 000 les combattants algériens employés par la France, dont seulement 57 000 appartiennent aux harkas. Il distingue notamment 67 000 appelés, environ 19 450 Mogazni, 9 100 hommes des GMS et 65 850 membres des groupes d'autodéfense. Même les GAD, qui constituent précisément la catégorie la plus locale, ne sont pas une ALN française. Ce sont essentiellement des villageois bénévoles auxquels les autorités françaises distribuent des armes pour défendre leurs douars et donner l'alerte. Les archives filmées du service cinématographique des armées montrent d'ailleurs un capitaine s'adressant à un groupe d'autodéfense, puis la distribution et l'explication du fonctionnement des armes. Voilà pourquoi l'image d'une mystérieuse milice harki, disposant librement de dizaines de milliers d'hommes armés et opérant indépendamment de l'armée française, doit être démontée. Les responsabilités doivent être recherchées là où se trouvent les décisions. Quel ordre? Quelle unité? Quel officier? Quel harka? Quelle opération? Quel rapport? Quelle victime? Quel acte individuel? C'est infiniment plus sérieux que d'imputer rétrospectivement à une catégorie entière tout ce qui fut accompli par le camp français. Et c'est exactement la méthode que nous demandons lorsqu'il s'agit du FLN et de l'ALN. Ne pas condamner collectivement tous les combattants, mais identifier les chaînes de commandement, les ordres, les unités et les actes. Mais cette exigence nous oblige immédiatement à regarder dans l'autre direction. Parce que si nous exigeons le nom de l'unité française, le nom de l'officier, l'ordre, l'archive et la chaîne de commandement lorsqu'un crime est imputé au harki, nous devons exiger exactement la même chose lorsqu'un crime est imputé au FLN ou à l'ALN. Et c'est là qu'apparaît une question autrement plus vertigineuse. Où sont les morts? Pas les morts parfaitement intégrés au récit national. Pas seulement ceux dont le nom peut être inscrit sous le mot « shahid », les autres. Les messalistes, les villageois exécutés, les suspects,
Les victimes des purges, les hommes de l'ALN éliminés par d'autres hommes de l'ALN, les familles frappées parce qu'un village était considéré comme hostile, les morts de Melouza, ceux de Tifraten, les victimes de la Bleuite et des purges de la Wilaya 3. Et, lorsque les dossiers permettront de l'établir avec la même solidité, les fosses de Kenchela et d'Ouled Djelal que nous avons évoquées dans cette série. Pour ces deux derniers dossiers, je pose volontairement la question avant de prononcer le verdict. Qui sont les corps? Quand sont-ils morts? Qui les a tués? Quelles expertises existent et quelles archives permettent de l'établir? C'est exactement ce qu'un État qui veut connaître son histoire devrait vouloir savoir. Et voici alors une question presque impossible à esquiver. Pourquoi ne pas exhumer systématiquement les fosses identifiées lorsque cela reste matériellement possible? Pourquoi ne pas mobiliser archéologues, anthropologues, médecins légistes, généticiens, archives militaires, témoignages locaux et ADN des descendants? Pourquoi ne pas identifier? Pourquoi ne pas dater? Pourquoi ne pas restituer les corps? Pourquoi ne pas offrir une sépulture aux morts et une réponse aux familles? Parce qu'une fosse commune n'est pas une opinion politique. Un ossement ne vote pas FLN. Un squelette n'est ni colonialiste ni révolutionnaire. Il possède un âge, un sexe biologique estimable, des lésions éventuellement observables, une datation, parfois une identité récupérable. Et derrière lui, peut-être encore une famille qui ignore depuis 70 ans où son père, son frère, son grand-père ou son enfant a disparu. Prenons Melouza. Ici, nous possédons un dossier historique autrement plus établi. Le massacre du 28 mai 1957 s'inscrit dans la guerre fratricide FLNMNA et constitue précisément l'un des événements qui font exploser l'image d'un mouvement national parfaitement unanime. Et prenons les purges de la Wilaya 3. Là encore, la question n'est pas de transformer chaque chiffre avancé depuis 60 ans en vérité définitive. La question est de reconnaître l'existence d'une violence interne considérable. Des hommes de l'ALN ont été suspectés, interrogés, torturés et exécutés par leur propre organisation dans le contexte de la Bleuite. Alors posons cette question que notre épisode porte depuis plusieurs chapitres. Shahid or not Shahid? That is the question. Que devient, dans la mémoire officielle, un combattant de l'indépendance tué non par la France, mais par ses propres frères d'armes? Est-il martyr de la Révolution, victime de la Révolution, traître réhabilité, disparu, oublié? Et surtout, qui possède le droit de décider? C'est là que l'exhumation devient politiquement et historiquement extraordinaire. Parce qu'elle retire progressivement le mort aux catégories mémorielles pour le rendre au fait. Celui-ci avait 20 ans, celui-là 50. Ici, une femme. Là, un adolescent. Ici, une blessure par balle. Là, des traces qu'il faudra interpréter. Puis viennent les noms, les familles, les dates et éventuellement les responsabilités. C'est précisément ce que devrait souhaiter une histoire nationale sûre d'elle-même. Pas moins d'enquêtes, davantage, pas moins d'archives, toutes les archives, pas moins de fouilles, les fouilles nécessaires, et pas uniquement lorsque la fosse peut être imputée d'avance à l'armée française. Car sinon, une asymétrie mémorielle devient difficile à défendre. Exiger légitimement de la France qu'elle ouvre ses archives, reconnaisse ses crimes, recherche les disparus et documente ses violences, tout en laissant dans l'ombre les Algériens victimes d'autres Algériens, produirait deux catégories de morts. Ceux dont l'identification renforce le récit, et ceux dont l'identification risque de le compliquer. C'est précisément cette distinction que l'historien doit refuser. Et je serai encore plus prudent avec les noms des responsables, précisément pour pouvoir être plus sévère ensuite. Amirouche et les purges de la Wilaya 3, dossier historiquement documenté, mais dont les mécanismes, les nombres et les responsabilités précises doivent être établis source par source. Melouza, massacre FLNMN a solidement établi, pour la chaîne exacte de décision et le rôle attribué à Mohamedi Saïd, alors ouvrez les archives, ouvrez les dossiers, et lorsque la science le permet, ouvrez les fosses.
Identifiez les morts. Rendez-les à leur famille. Donnez-leur un nom avant de leur donner un titre. Shahid si les faits l'établissent. Victime du colonialisme si les faits l'établissent. Victime du FLN si les faits l'établissent. Messaliste assassiné si les faits l'établissent. Combattant exécuté pendant une purge si les faits l'établissent. Civil si c'était un civil. Enfant si c'était un enfant. Mais d'abord, un nom, une date, une histoire, une vérité. Parce qu'un État peut choisir ses commémorations. Il peut choisir ses héros. Il peut même construire son panthéon. Mais il ne devrait jamais choisir quels morts ont droit à la vérité. Et peut-être est-ce précisément ici que commence le travail étudié par Lydia Aït Saadi Bourras, lorsqu'après avoir classé les morts, il faut transmettre aux vivants le récit qui donnera un sens à leur disparition. Alors revenons à cette objection qui revient sans cesse. Et les crimes des harkis? Ma réponse est d'une simplicité absolue. Donnez-nous les dossiers. Donnez-nous les noms, les dates, les lieux, les unités, les victimes, les archives, les témoignages recoupés. Nous les lirons. Si un harki a assassiné des civils, je ne le défendrai pas parce qu'il était harki. Si une harka a commis un massacre documenté, nous le raconterons. Si une victime peut être identifiée, nous la nommerons. Et si une archive sérieuse démontrait demain que mon propre père a commis un crime, cette archive aurait sa place dans cette enquête. Parce que ma mémoire familiale ne possède aucun droit de veto sur l'histoire. Mais maintenant vient la partie beaucoup plus difficile. Accepter exactement la même règle. Lorsque nous parlons de Melouza, regardons Melouza. Lorsque nous parlons de Tifraten, regardons Tifraten. Lorsque nous parlons des purges, ouvrons les dossiers des purges. Lorsque nous parlons du MNA, cessons de raconter le nationalisme algérien comme s'il n'avait possédé qu'une seule organisation légitime. Lorsque nous parlons des ralliés, demandons pourquoi des hommes ayant appartenu à la LN passent du côté français. Lorsque nous rencontrons un charnier, identifions les corps avant de les enrôler dans une mémoire. Lorsque nous rencontrons un mort, demandons qui l'a tué avant de décider à quel récit il appartient. Et c'est précisément ici que Philippe Tripier devient intéressant. Pas comme parole sacrée, pas comme dernier mot. Son livre doit être critiqué, contextualisé, confronté. Mais on ne réfute pas un document en disant simplement qu'on n'aime pas celui qui le cite. Les statistiques qu'il reproduit pour novembre 1954 à mai 1957 comptabilisent 16 382 attentats contre des personnes civiles, contre 9 134 contre les forces de l'ordre. Parmi les civils tués recensés dans cette série, 6 352 sont musulmans et 1035 européens. Pour juillet 1959 à juin 1960, Tripier reproduit encore 1970 civils tués, dont 1756 musulmans et 214 européens, et précise que ce décompte ne comprend ni les morts au combat ni les victimes des purges. Alors, je lance un défi beaucoup plus sérieux que n'importe quelle polémique. Contestez-les. Mais contestez-les historiquement. Retrouvez la série d'origine. Analysez sa méthodologie. Montrez ses biais. Comparez-la aux archives françaises, aux archives algériennes lorsqu'elles sont accessibles, aux travaux universitaires. Produisez une série meilleure. Voilà une réfutation. Traître, ce n'est pas une réfutation. Colonialiste, ce n'est pas une réfutation. Propagande française, sans examen de la pièce citée, ce n'est toujours pas une réfutation. Parce que derrière Tripier restent Arbi, Meignier, Autreux, Agéron, Stora, Thénault, Branche, Moumen, Besnassi Lankou, Aït Saadi Bourras. Des historiens différents, des sensibilités différentes, des désaccords réels. Et c'est précisément cette pluralité que nous voulons. Nous ne cherchons pas 10 auteurs répétant notre conviction. Nous cherchons la contradiction. Parce que si notre démonstration survit à la contradiction, alors elle devient plus forte. Et si elle n'y survit pas, nous devons la corriger. La question n'est donc plus « Êtes-vous pour les harkis ou pour le FLN ?» Cette question appartient au tribunal de la mémoire. Notre question est « Qu'êtes-vous capable de démontrer ?» Revenons alors au 1er novembre 1954.
La proclamation du FLN fixe notamment comme objectif la restauration d'un État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques et le respect des libertés fondamentales. Ces mots ne sont pas accessoires. Souverain, démocratique, social, liberté fondamentale. Voilà une promesse politique. Et une promesse politique appartient à l'histoire autant qu'une bataille ou qu'un attentat. Alors la question que nous posons 72 ans plus tard n'est pas une attaque contre l'Algérie. C'est peut-être au contraire l'une des questions les plus profondément algériennes de tout cet épisode. Qu'est devenue cette promesse? Que devient le pluralisme lorsque le mouvement qui prétend libérer la nation élimine également son grand concurrent nationaliste? Que devient la souveraineté populaire lorsque la légitimité révolutionnaire devient progressivement une source de légitimité politique? Que devient une révolution lorsqu'au lieu de rejoindre définitivement les livres d'histoire, elle reste invoquée génération après génération pour définir qui possède le droit moral de parler au nom de la nation? Le combattant n'est pas le FLN n'est pas le régime n'est pas l'État, et l'État n'est certainement pas le peuple algérien. Cette distinction est essentielle parce que notre critique ne vise pas un peuple. Elle vise précisément la confusion entre le peuple, la révolution et ceux qui ont revendiqué son héritage politique. C'est là que réside peut-être une partie du malheur algérien. Non pas avoir fait une révolution, non pas avoir obtenu l'indépendance, mais avoir eu tant de difficultés à laisser enfin la révolution devenir de l'histoire. Parce qu'une révolution continuellement invoquée peut devenir une ressource politique. La France revient. La colonisation revient. Les martyrs reviennent. Le harki revient. Le traître revient. Les mêmes catégories reviennent. Le passé réel, avec ses blessures réelles et ses crimes réels, devient d'autant plus puissant politiquement qu'il n'a pas besoin d'être inventé. Il suffit de le sélectionner, de l'ordonner, de le commémorer et de décider quelles pages occuperont le centre et lesquelles demeureront dans les marges. Voilà pourquoi il faut refuser une autre simplification. Je ne dirais pas « les véritables traîtres étaient le FLN ». Ce serait spectaculaire. Ce serait aussi intellectuellement paresseux que ce que nous dénonçons. Je préfère une question beaucoup plus dangereuse. Pendant des décennies, on a demandé « qui a trahi la nation ?» Peut-être fallait-il également demander « qui a trahi les promesses faites à cette nation ?» Là, le mot change de direction. Parce qu'une révolution peut gagner une indépendance et perdre progressivement une partie de son idéal. Elle peut promettre la souveraineté du peuple et produire une légitimité qui prétend parler durablement en son nom. Elle peut promettre les libertés fondamentales et finir par sanctuariser certaines représentations du passé. Elle peut produire des héros authentiques, puis rendre beaucoup plus difficile l'examen de leur zone d'ombre. Et un pays peut finir par regarder tellement longtemps dans son rétroviseur qu'il éprouve de plus en plus de difficultés à expliquer son présent autrement qu'avec son passé. Une nation ne peut pourtant pas éternellement avancer en demandant à ses morts de gouverner les vivants.